Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est peu connu, la fertilité face au cancer. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui se posent un certain nombre de questions. Est-ce que après mon traitement, je pourrais encore avoir des enfants ? Est-ce que le traitement peut me rendre stérile ? Est-ce qu'il existe des solutions pour préserver sa fertilité ? On va essayer de répondre à toutes ces questions avec le plus de clarté possible avec vous, Docteur Maillet. Vous êtes oncologue médical au Centre Oscar Lambret. Bonjour. Bonjour. Et avec toi, Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Charlotte. Tu as pu bénéficier dans le cadre de ton parcours de soins d'un accompagnement pour préserver justement ta fertilité. Tu nous en parleras tout à l'heure. Docteur Maillet, donc on l'a vu, on le sait, le cancer entraîne un certain nombre d'effets secondaires. Est-ce que la fertilité est elle aussi impactée ? Oui, en effet, certains traitements des cancers, que ce soit les chimiothérapies ou certains traitements médicaux, mais aussi certaines chirurgies ou certaines radiothérapies peuvent altérer la fertilité des patients. Ça va dépendre du type et de la dose des traitements, de l'âge de la patiente et également de sa réserve ovarienne au moment du diagnostic. Il peut s'agir d'un effet direct par diminution de ce qu'on appelle la réserve ovarienne, c'est-à-dire du nombre de follicules au niveau des ovaires, ce qui peut altérer la capacité à concevoir, donc à obtenir une grossesse. Il peut s'agir également d'un effet un peu plus indirect par ce qu'on appelle la mise en différé du projet de grossesse. Ça va notamment être le cas dans le cadre des hormonothérapies pour les cancers du sein opérés, qui ne sont pas compatibles avec la grossesse car seraient toxiques pour le fœtus. Donc cela reporte le projet de grossesse. Or, on sait que la fertilité féminine diminue, notamment après 35 ans. Alors attention, ça ne veut pas dire non plus que toutes les femmes traitées pour un cancer deviennent stériles. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de solution. Mais ce qui est très important, c'est de pouvoir être informé sur l'impact des traitements sur la fertilité et de pouvoir envisager, lorsque c'est souhaité, une préservation de la fertilité. Donc vous l'avez dit, il y a un certain nombre de solutions, de techniques qui existent pour préserver cette fertilité. Mais est-ce que vous pouvez d'abord nous dire à qui elle s'adresse et à quel moment du parcours de soins elle intervient ? Alors, toute personne qui doit bénéficier d'un traitement qui présente un risque d'altération de sa fertilité doit être informée sur les possibilités de préserver ses gamètes, donc ovocytes ou spermatozoïdes, ou son tissu germinal, donc là aussi tissu testiculaire ou ovarien. La préservation de la fertilité, ça s'inscrit dans le cadre de la loi de bioéthique de 2021. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces différentes options ? Donc d'abord, il est possible de congeler ces ovocytes, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il est possible de congeler ces ovocytes. Tout d'abord, une stimulation ovarienne est réalisée. Ça consiste à induire la production d'ovocytes matures par les ovaires sous l'effet d'un traitement hormonal qu'on va appeler folliculostimulant. Et ça, c'est pendant une dizaine de jours. Ensuite, un prélèvement des ovocytes est réalisé par les voies naturelles, par ponction intravaginale et les ovocytes qui ont été recueillis sont congelés puis conservés au niveau du laboratoire. La procédure donc prend 2 à 3 semaines et ensuite les ovocytes qui ont été congelés pourront être conservés plusieurs années sans que leur qualité soit altérée. D'accord. Il y a une deuxième technique, il me semble, on parle aussi de congélation d'embryons, c'est ça ? Tout à fait. Alors pour ce qui est donc de la stimulation et le recueil des ovocytes, la technique est la même que pour la congélation ovocytaire, mais dans le cadre de la congélation embryonnaire, les ovocytes qui ont été recueillis sont fécondés avec les spermatozoïdes du conjoint pour obtenir des embryons et ce sont alors les embryons qui sont congelés. La différence, c'est qu'il s'agit là d'une préservation de la fertilité du couple, puisque là c'est un embryon qu'on congèle, donc le couple doit bien être informé qu'en cas d'abandon du projet parental, du fait d'une séparation ou malheureusement du décès de l'un ou l'autre des conjoints, alors les embryons qui auront été conservés ne pourront plus être utilisés dans le cadre de l'aide médicale à la procréation. C'est la raison pour laquelle la congélation ovocytaire est le plus souvent privilégiée afin de préserver la fertilité de la femme et pas celle du couple.
à fait. Et il y a une dernière solution qui est celui de la congélation toujours, mais là du tissu ovarien, c'est ça ? Oui, il s'agit d'une autre possibilité de préservation de la fertilité qui ne nécessite pas de stimulation ovarienne et qui consiste à prélever sous cœlioscopie, sous anesthésie générale, du tissu ovarien qui sera conservé et qui pourra ultérieurement être regreffé lorsque la patiente aura un projet de grossesse et pourra médicalement le mener. Donc là, il s'agit du prélèvement d'un ovaire partiel ou total qui ensuite est disséqué pour ne conserver que ce qu'on appelle la corticale, c'est-à-dire l'enveloppe externe où se situent les futurs ovocytes. D'accord. Et ça, tout ça, c'est réalisé au sein du centre Oscar Lambret directement ? Alors non, tout cela est fait en collaboration avec nos collègues du CHU, donc du service d'aide médicale à la procréation et de préservation de la fertilité, avec à sa tête le docteur Christine de Canter, et du laboratoire de biologie de la reproduction, dont la responsable de la préservation de la fertilité féminine est le docteur Laura Keller. Vous accompagnez au quotidien des patientes. Qu'est-ce qu'elles se posent ? Quelles sont les questions qui leur viennent ? Parce que j'imagine que quand on entend le mot cancer à côté du mot fertilité, ou dans certains cas infertilité, c'est assez dur. Puis on parle de maternité alors qu'on est en plein traitement. J'imagine que c'est pas des choses dans lesquelles on arrive à se projeter. Qu'est-ce qu'elle vous partage ? Alors, ce qui est vraiment important dans ce temps d'information qui a lieu souvent au moment du diagnostic et au moment de l'explication du parcours de soins, c'est que cela permet aux patientes, qu'elles soient en couple ou pas au moment du diagnostic, qu'elles aient un projet parental ou pas au moment de ce temps d'information, ça leur permet de savoir que après leur traitement, si c'est leur projet de vie, elles pourront envisager d'avoir une grossesse, idéalement spontanément, mais au besoin aidées par une aide médicale à la procréation. Oui, donc c'est quand même rassurant de se dire qu'il y a des choses qui existent et que effectivement, si de manière spontanée ça ne peut pas arriver, elles ont toujours quand même cette solution de pouvoir mener à bien ce projet de vie. On a du coup parlé de toutes ces techniques de préservation, mais si au cours du traitement, en fait, la patiente est en cours de grossesse, comment ça se passe ? Là, c'est une situation qui est très différente et qui est rare. Donc, on sait que cela concerne 0,05 à 0,1% des grossesses. Donc, c'est environ 350 à 700 grossesses par an en France. Et on sait aussi que c'est à ce moment-là un parcours de soins qui est établi en collaboration avec les obstétriciens, les pédiatres, les anesthésistes, oncologues et chirurgiens. Et dans la plupart des cas, on arrive à mener à bien et la grossesse et le traitement optimal pour la maman. On essaye toujours d'être au plus près du traitement standard optimal hors grossesse, tenant compte bien évidemment de la sécurité et du bien-être fœtal. Il y a évidemment quelques adaptations. On sait qu'on va utiliser des méthodes d'imagerie non irradiante. La chirurgie peut être réalisée quasiment à tous les termes de la grossesse. La plupart des protocoles de chimiothérapie standards vont pouvoir être utilisés à partir de la 14e semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire le début du 2e trimestre. La radiothérapie sera repoussée après la grossesse et l'hormonothérapie est contre-indiquée durant la grossesse. Et dans ces cas, comme pour tout cancer, on va toujours essayer d'individualiser au mieux le parcours de soins, tenant compte du type de cancer, de son agressivité, du parcours de soins retenu et de la séquence thérapeutique retenue comme optimale, mais également de l'âge gestationnel, du projet parental actuel et futur. Une fois que les traitements sont terminés, comment ça se passe après ? On peut toujours accéder, il me semble que vous le disiez tout à l'heure, à ce qui a été congelé, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire que si la patiente a un projet de grossesse, un accompagnement est proposé en collaboration entre oncologues et médecins de la reproduction. Un bilan de fertilité du couple
est proposé afin de ne pas méconnaître un obstacle à une conception spontanée, et un temps de conception spontanée sera toujours priorisé. Si après ce délai convenu avec l'équipe soignante, la grossesse n'a pas été obtenue, alors il pourra y avoir mise en œuvre d'une aide médicale à la procréation et éventuellement réexploitation des ovocytes qui auront été congelés. Petite parenthèse, parce que c'est toujours intéressant de le savoir, on parle ici préservation de la fertilité pour les femmes, mais j'imagine qu'il existe aussi quelque chose pour les hommes. Comment ça se passe ? Tout à fait. Une préservation de la fertilité masculine est également proposée à tous les hommes jusqu'à l'âge de 60 ans sous la forme d'une cryoconservation de sperme auprès des sécos. Très bien. Si vous deviez passer un message, qu'est-ce que vous diriez ? Quel message positif vous essayez de faire passer aujourd'hui ? Que la préservation de fertilité fait partie maintenant de l'offre de soins proposée aux jeunes femmes traitées pour un cancer, que, et notamment ici au centre Oscar Lambret, les données des études qui ont été promues par le centre, dont le centre a été investigateur, peut nous montrer dans le cadre des cancers du sein que la préservation de la fertilité peut être intégrée de manière sécure au parcours de soins de ces femmes jeunes, que les jeunes femmes traitées pour un cancer du sein peuvent concevoir spontanément et au besoin bénéficier efficacement d'une aide médicale à la procréation, et également qu'une pause d'hormonothérapie pour projet de grossesse peut, de manière encadrée, être proposée, être discutée chez les femmes qui en expriment le souhait. Ce sont des messages pleins d'espoir, du coup, très positifs. Merci Audrey. Aurore, est-ce que tu peux en quelques mots nous expliquer qui tu es et quel a été ton parcours ? Alors moi j'ai 32 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein hormonodépendant de stade 3 à l'âge de 30 ans. On m'a d'abord fait une mastectomie totale, puis on m'a dit qu'il y aurait une chimio adjuvante, donc c'est une chimio après une chirurgie complète de la tumeur, des cycles de radiothérapie, et aujourd'hui donc je suis encore en traitement hormonothérapie dont on parlait docteur Maillet pendant 5 ans, il m'en reste 4, j'ai fait la première année, et là je suis en thérapie ciblée également par voie orale, matin et soir, et aussi également des piqûres dans le ventre tous les mois, pour complètement stopper les cycles féminins. Au moment de l'annonce, lorsqu'on t'a diagnostiqué le cancer, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as réussi à envisager la question dans ta tête de la fertilité, te dire que ça allait être possible ? Est-ce que tu y as pensé ? Déjà à 30 ans, effectivement, on voit mes proches, mes amis qui ont mon âge se marier, avoir des enfants, etc. Et on m'a toujours dit, tu verras, à l'âge de tes 30 ans, c'est vraiment l'année de tous les possibles. Donc quand on m'a diagnostiqué le cancer, ça m'a un peu mis un stop à tous les projets de vie, les réalisations que je pouvais faire, ou vouloir faire en tout cas. Donc dans un premier temps, on s'attend pas à rencontrer le cancer à 30 ans. Donc ça fait beaucoup d'informations lors des rendez-vous qu'on peut avoir ici au centre Oscar Lambret avec différents personnels soignant. Donc du coup, on est un petit peu noyé par toutes ces informations, et en fait, la fertilité, ça devient plus forcément une priorité, mais une option, parce que voilà, moi j'ai pas tout de suite vu le bout de, enfin la ligne d'arrivée. J'ai toujours le parcours de soins, je l'ai toujours assimilé à une course à pied, donc j'ai pas tout de suite vu la ligne d'arrivée. J'ai surtout vu les kilomètres que j'avais à parcourir pendant le parcours de soins. Donc de suite, la fertilité, au premier rendez-vous à l'annonce, on a tellement plein d'informations, on sait tellement pas comment tout va se passer, parce que c'est un saut un peu dans le vide. Et moi je me suis laissée prendre par la main par l'équipe qui est formidable, les équipes du centre Oscar Lambret. Mais la fertilité n'était plus une priorité. Et c'est intervenu à quel moment, cette question de la fertilité, dans ton parcours de soins ? Quand est-ce que tu en as parlé ? En fait, après la chirurgie complète de la tumeur, donc on a un petit peu inspecté au niveau de la tumeur ce qu'il pouvait y avoir, si c'était possible de faire une chimio ou pas, parce qu'à l'heure actuelle, avant l'opération, on ne savait pas encore si j'allais être éligible à la chimio. Donc il s'est posé la question de faire des cycles d'une chimio
adjuvante. Et donc là, mon oncologue, effectivement, m'a parlé des effets secondaires de la chimiothérapie, notamment sur la fertilité. Donc de là, moi, j'ai un petit peu inquiète de tout ce qui pouvait se passer. Mais elle m'a tout de suite proposé un rendez-vous, puisque en fait, ce qu'il y a de bien dans le parcours de soins, notamment ici au centre Oscar Lambret, c'est qu'on est vraiment pris par la main et que dès qu'on a une question, dès qu'il y a des informations complémentaires avec des médecins en plus, vraiment on nous dit que tout est possible et on nous fait rencontrer en fait les personnes adéquate. Donc là, c'est avec le docteur Maillet. Donc j'ai eu une consultation avec le docteur Maillet qui m'a vraiment expliqué et qui m'a proposé une étude sur la préservation des ovocytes. Et comment tu as réagi? Comment tu l'as vécu? D'abord, j'ai été très inquiète de par les effets secondaires, parce que quand on nous dit effets secondaires, ça dépend clairement de l'individu, du sexe, de l'âge, de plein de facteurs. Donc d'abord, je me suis dit, est-ce que tous les effets secondaires, je vais être concernée, ou est-ce que seulement certains? Donc on se demande aussi si la fertilité, on va aussi être concerné, et est-ce que ça arrive pas qu'aux autres? Donc j'ai d'abord été vraiment plutôt inquiète. J'ai eu l'impression que tout basculait, que tous mes projets étaient en pause. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est formidable d'avoir ce rendez-vous avec Dr Maillet, de me proposer ce type d'études, parce que je ne savais pas que ça existait. Et c'est quand même un dispositif qu'on nous met à notre portée pour qu'après tout ça, après le plus dur, on puisse de nouveau avoir de nouveaux projets, de futurs projets et de devenir un jour maman, quoi. Oui, de dire que c'est possible. Et du coup, ça s'est passé comment après ça alors? Alors, docteur Maillet m'a expliqué le protocole, la prise en charge. J'ai eu plusieurs rendez-vous donc au CHU de Lille, Jeanne de Flandre, au parcours PMA, donc l'assistance médicale à la procréation. Donc là, j'ai vu des médecins anesthésistes, des sages-femmes, des médecins biologistes, des chirurgiens, qui m'ont fait tout ce qui est consultation, bilan sanguin, échographie, explication. J'ai même eu la possibilité de visiter l'unité d'Amandine, donc le premier bébé éprouvette, pour qu'il me puisse un petit peu m'expliquer comment ça se passait, que je puisse poser toutes mes questions, parce qu'on en a quand même des questions. On se demande, enfin moi je suis en couple depuis 16 ans maintenant, je me suis tout de suite posé la question, mais lui il a jamais fait de test savoir s'il était stérile ou pas. Est-ce que si à un moment donné j'ai besoin de ces ovocytes congelés, qu'est-ce qui se passe avec mon conjoint si lui est stérile? Donc ils m'ont tout expliqué. On a pu être reçus à deux, parler un peu de notre vie, de nos projets, de tout ce qui était mis en pause, mais vraiment ça m'a permis de comprendre, et moi je suis quelqu'un où j'ai besoin de comprendre et de visualiser tout ce qui allait se passer. Et donc par la suite, comme l'expliquait le docteur Maillet, on a tout le protocole à amener à la maison, le protocole de stimulation, donc par les piqûres dans le ventre, sur 2 à 3 semaines, avec tous les 2 jours une visite notamment à Jeanne de Flandre pour le bilan sanguin et pour un petit peu voir si tout se passe bien, si le protocole se déroule correctement. C'était une sacrée décision. Comment tu l'as vécu? Tu as été accompagnée aussi, toi, dans ta sphère privée? Enfin, comment ça s'est passé? J'ai été accompagnée par des gens hyper bienveillants, par le personnel soignant d'ici et de Jeanne de Flandre. J'ai pu en parler à mes proches, parce que c'est pas un sujet tabou. Ce qui est marrant, c'est que les jeunes femmes de mon âge qui ont, de près ou de loin, été confrontées à cette question-là, m'ont tout de suite posé cette question. Moi, c'est vrai que ça m'est pas venu tout de suite sur la question de la fertilité, mais souvent on me demandait ça va, ils t'ont bien proposé de congeler tes ovocytes, enfin tu fais partie d'une étude, comment ça se passe, est-ce qu'un jour tu pourras devenir maman? Parce que c'est des questions aussi que ma grande sœur qui est maman elle-même et mon papa qui veut devenir grand-père pour la 3e fois se posent, parce que on veut avoir une fin heureuse en fait. Comme dans tout conte de fées, on a envie de se dire qu'après tout ça, il y a la possibilité d'avoir de beaux projets de vie et de reprendre sa vie. Moi, j'ai eu un petit moment un peu compliqué, parce qu'en fait par la stimulation il y a les hormones qui jouent, les émotions sont un peu toutes décuplées, et à un moment je me suis demandé mais pourquoi je m'inflige ça, c'est assez douloureux quand même, on joue avec nos émotions. Moi pour ma part j'attendais la chimiothérapie, donc ça c'était vraiment entre les deux, donc fallait pas trop perdre de temps, donc j'avais un peu cette pression de me dire j'espère que ça va marcher. Et puis je me suis dit mais en fait pourquoi je fais tout ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que je suis certaine de ce que je fais? Et après je me suis rappelé que j'ai la chance d'être née en France,
d'être suivie ici au centre Oscar Lambret et d'être bien soignée. Et qu'en fait, tout ça, ça me laissait quand même la chance, ou en tout cas plusieurs chances, d'un jour fonder ma propre famille. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Moi, aujourd'hui, j'aurais pas dit qu'à 30 ans, j'allais avoir un cancer. Donc, qu'est-ce qui me dit que demain, mon corps va bien réagir si un jour, je vais arrêter l'hormono, comme Dr Maillet l'expliquait, en étant suivie? Est-ce que ça va marcher tout de suite? Enfin, ça me laisse en fait un bâton, une rambarde sur laquelle m'appuyer si à un moment donné j'ai des difficultés. Et donc pouvoir te dire qu'en fait réussir à mener une grossesse, si jamais ça ne fonctionne pas de manière naturelle, pour toi c'était important de se dire que c'était possible. Ah bien sûr, c'est hyper important. C'est incroyable aujourd'hui de se dire que la médecine avance, en fait, qu'on n'arrête pas le progrès. Quand on est touché par le cancer, c'est pas forcément les premières choses, comme je disais tout à l'heure, c'est pas la première chose à laquelle on pense d'abord à tous les gros traitements. Mais en fait, le cancer, ça met quand même sur pause tous nos projets. Et en fait, grâce à l'avancée de la médecine, grâce à ce type d'études et à ces protocoles pour conserver nos ovocytes, ça nous donne l'opportunité d'un moment de rappuyer sur le bouton play et de dire ok, la vie continue, et on a la chance et on met toutes les chances de mon côté pour qu'un jour je devienne maman avec mon conjoint et qu'on devienne parents. Et mener ce projet de vie à bien. Aujourd'hui, tu en es où par rapport à tout ça ? Tu parlais de l'hormonothérapie, c'est ça ? Tout à fait. Là, j'ai encore 1 an de thérapie ciblée. Donc, de toute façon, il faut que je mène à bien cette fin de thérapie ciblée. Et ensuite, effectivement, on en parlera. Je serai bien suivie par le centre Oscar Lambret et Jeanne de Flandre. Si à un moment donné, on pose toujours la question à chaque consultation, si à un moment ça a évolué sur ce projet-là, il faut en parler avec mon conjoint, bien sûr. Mais je sais que je vais être bien suivie, que je vais être regardée vraiment de très près pour ne prendre aucun risque. Et à ce moment-là, effectivement, il faudra faire, comme disait Dr Maillet, une pause d'hormonothérapie, pas trop longue non plus, parce que effectivement, c'est ça aussi qui évite les récidives aujourd'hui. Je ne suis pas sous votre contrôle, mais c'est ça aujourd'hui qui évite les récidives. Donc, il faut pas que la pause soit trop longue. Donc, pour l'instant, je suis en pourparlers de est-ce que je mène à bien les 5 ans d'hormonothérapie ou est-ce que je fais une pause entre deux, parce que voilà, les années avancent. J'ai 32 ans aujourd'hui. Donc, pour l'instant, je me laisse venir, mais je sais qu'un jour, si j'ai cette possibilité et cette envie à ce moment-là de le faire, je sais que je serai très bien accompagnée. Super, merci pour ces mots, Aurore. On te souhaite une happy end, comme tu le disais. Oui. Merci à tous pour nous avoir éclairés et mené à bien ce podcast. Merci à tous d'avoir écouté notre podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne pour en parler sans tabou.